Aujourd'hui, sur le plateau de NC News, nous recevons des professionnels de la communication, Philippe Artigue, directeur marketing et communication de Nouvelle-Calédonie Tourisme, et Charlotte, alias Shamrock sur les réseaux, influenceuse et graphiste de métier. Donc vous l'aurez deviné, nous allons parler influence calédonienne. Donc depuis quelques semaines, c'est le sujet qui fait un peu parler au niveau des médias avec le développement des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Facebook pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie. Et ils sont de plus en plus nombreux à prétendre au titre d'influenceurs et les agences de communication également développent cet axe avec le marketing d'influence. Et oui, les marques l'ont bien comprise et souhaitent plus de proximité avec leurs clients pour vendre leurs produits ou services. Mais l'influence ne date pas d'hier, car en 2018 et 2019, Philippe, vous avez lancé Caledonian Dream, une campagne d'influence qui regroupait 6 voyageurs de 6 nationalités différentes pour la saison 1 et 5 voyageurs de 5 nationalités différentes, si je ne me trompe pas, pour la saison 2. Donc, ils devaient parcourir la Nouvelle-Calédonie pour partager cette expérience sur leurs réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en ça, on a été un peu précurseur, on va dire, parce que de par déjà son ampleur, l'idée, c'était de monter une opération d'influence, mais pas que. C'était aussi un jeu concours, un peu comme une web-série, et qui était justement dimensionné pour attirer l'attention du monde entier, en tout cas de nos marchés touristiques cibles. Et donc, c'était une opération d'influence pour faire venir des gens de l'extérieur, leur faire partager la Calédonie en direct aux internautes, et tout ça traduit, animé en direct pour faire parler de la destination, en fait, de façon différente. Donc la nationalité, c'était Australie, Nouvelle-Zélande, Japon. Ouais, France. Italie. Et Chine. Ça, c'est pour la saison 1. Et la saison 2, l'italien a été remplacé par un allemand, en fait. Ok. Voilà. Et donc, c'est des tourismes qui viennent en Calédonie, les Italiens, les Allemands, c'est... Là, vous avez cité les 2 marchés qui viennent le moins parmi ceux qu'on a dit. L'essentiel, c'est la majorité, ça reste... allez, 30% de Français, à peu près 20% d'Australiens, 20% de Japonais, 10%, alors c'est toujours dangereux de donner des chiffres de NZ, et le reste, c'est 20% autres qui se diffusent dans le monde entier, dont pas mal d'Italiens, d'Allemands, de Canadiens, de choses dans le monde entier. Donc bien sûr, là, on parle post-Covid, donc Oui. pré-Covid, du coup, avant. En termes d'efficacité, ça a fonctionné? Ça a contribué en tout cas à l'attractivité de la destination. Alors, c'est compliqué de dire que telle opération ou telle autre ait apporté la fréquentation touristique. Tout ce qu'on sait, c'est que notre travail de fond, et notamment digital, qu'on met en place depuis 2013-2014 et qui s'amplifie, ça a marché, puisqu'avant la crise, on a eu 5 ans de croissance touristique record, avec plus de 22% de fréquentation touristique. Donc, cette campagne, parmi plein d'autres, ont eu un effet. Ok, bon. C'est qu'il faut continuer dans ce sens-là, maintenant que les frontières ont réouvert. Un projet futur qui est... On a, encore une fois, c'est pas tant de chiffrer à l'internaute près qui se convertit en touriste qui nous intéresse. C'est l'intérêt de l'influence en général. Ça apporte une autre plus-value par rapport à la communication classique. C'est-à-dire qu'on fait de la publicité, des relations médias, tous les leviers de la communication, on les exploite pour attirer l'attention. Donc ça, les influenceurs le font aussi, mais peut-être même moins que la publicité classique. Par contre, ce qu'ils vont avoir, c'est un rôle de prescripteur. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont convaincre davantage qu'une publicité. Parce qu'en fait, ils vont incarner ce qu'ils sont en train de vendre, ils sont sur place, et donc typiquement dans le cas de Caledonian Dream, on fait venir des gens, on leur fait découvrir tous les attraits de la destination en direct, on partage leurs émotions, leurs surprises, leurs découvertes. Donc en fait, on sent qu'on n'est pas dans quelque chose de fake, on est dans de l'humain, et donc on est beaucoup plus convaincu qu'un message qui peut être plus commercial, qui va être une belle affiche, et donc c'est ça l'intérêt de l'influence. Et donc Caledonian Dream est là la publicité montre les attraits de la Calédonie, les influenceurs prouvent que c'est vrai. Ok, donc là on est en partie dans une définition de marketing d'influence. Ouais. Donc côté annonceur, côté influenceur, le marketing d'influence. Pour moi, c'est un petit peu ce que j'appelle le bouche à oreille 2.0. C'est vraiment ce côté authentique qu'il y a, où on va faire vivre aux personnes qui nous suivent l'expérience comme si c'était un petit peu eux qui la vivaient avec nous. Donc ils vont pouvoir vraiment avoir un avis intérieur, ressentir un petit peu quelques émotions au travers de ce qu'on va partager.
Et voilà, quoi. Mais l'authenticité, elle est vraiment importante en fait dedans. Parce que si on n'est pas authentique, ça se voit, ça se ressent, et il n'y a pas d'intérêt en fait à suivre des gens qui ne sont pas authentiques, parce que la valeur de ce qu'ils vont te partager, c'est plus la même, quoi. Et la crédibilité en fait des influenceurs, elle repose justement sur l'adéquation de l'influenceur avec ce qu'on essaye de promouvoir. Donc en fait, quand on vend par exemple la Nouvelle-Calédonie, on a été chercher des gens qui collaient avec les valeurs de la destination, avec cette image-là. On voulait des gens curieux, dans la découverte, dans l'expérience, des gens actifs. Parce que la destination de Nouvelle-Calédonie, c'est un truc qui s'explore, qui se vit, mais de façon très dynamique. En fait, on fait du cheval, on fait du vélo, on fait de la randonnée, on fait de la plongée. Donc il nous fallait des gens à la fois actifs et curieux au niveau culturel pour vendre la diversité. Et ça, on n'aurait pas pu prendre une influenceur mode, par exemple, qui va vendre, qui peut avoir une énorme audience pour vendre du cosmétique, mais là, ça collait pas avec ce qu'on essaye de mettre en avant, en fait. Donc, en tant qu'annonceur, les critères pour recruter un influenceur n'est pas que au nombre d'abonnés. Bah, il y a l'audience, ça compte, évidemment, mais il y a aussi effectivement ce que dégage la personne, de manière générale, et la qualification de son audience, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'elle incarne et aussi ceux qui la suivent. Et de fait, en fonction de ce que l'influenceur fait, on a une idée plus ou moins précise du profil des personnes qui suivent les influenceurs. Ça, c'est l'avantage avec le digital, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a accès aux statistiques directes qu'on n'a pas forcément avec la presse, sur qui sont les gens qui nous regardent. On peut savoir quelle est leur tranche d'âge, où est-ce qu'ils se situent géographiquement, leur centre d'intérêt aussi. Si on passe par des sites externes directement, par exemple à Instagram, qui nous fournit des statistiques, on peut savoir aussi quel est leur revenu, entre guillemets, dans quelle tranche ils se situent, quels sont leurs centres d'intérêt, s'ils aiment la nature, la mode, le fashion, la déco, tout ça, quoi. Et on va souvent incarner notre propre audience. C'est-à-dire que ce que nous, on aime, c'est ce que notre audience cherche et qu'elle va retrouver chez nous, et c'est aussi ce que eux ils aiment. Donc souvent, quand nous, on aime un produit, potentiellement, notre audience va l'apprécier aussi. Et c'est vrai qu'on parle de statistiques, on parle de données, de chiffres. C'est un univers qui se développe depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie, mais qui est développé depuis un moment ailleurs. Et on peut avoir des choses qui viennent altérer ces chiffres avec des achats d'abonnés ou des choses comme ça. Est-ce que on arrive aujourd'hui à faire la différence entre des abonnés achetés et un influenceur qui a une vraie communauté? Si on se penche vraiment dessus, oui. Il y a des outils déjà pour le voir. Quand on voit les courbes d'abonnés, par exemple, d'un coup, il y a un pic, quelqu'un qui prend 400 abonnés par jour. S'il n'y a pas de... Par exemple, ça peut arriver avec un jeu concours, avec un partage sur un gros compte, une collaboration, quelque chose. Mais s'il n'y a pas ça, forcément, c'est très suspect. Et aussi, par exemple, si on va sur un compte et qu'on voit que la personne, elle a 50 000 abonnés et elle fait 100 likes, il y a un problème. Le rapport, c'est le taux d'engagement, il n'est pas cohérent. Et même s'il y a un taux d'engagement qui est bon, il faut regarder aussi qui sont les abonnés. Ça peut très bien être... il y a des systèmes, on va dire, de pod, on appelle ça, où chacun va liker les trucs de l'autre, et on s'aide entre nous, mais c'est faké aussi. C'est pas authentique. Et ça, ça se voit aussi, mais en se penchant vraiment dessus, quoi. Faut pas rester juste sur le premier truc, cette personne, elle a tant d'abonnés. C'est bon. C'est un premier filtre. C'est-à-dire que ça permet d'attirer l'attention, ce nombre d'audience. Mais par contre, nous, ce qu'on vérifie, c'est l'engagement de manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, on veut savoir, au-delà de... Parce que ça soit diffusé mollement, on va dire, à 1 million de personnes, ça n'a pas d'intérêt si on sait qu'en fait, sur ce million, il y en a 10 qui vont réagir. Nous, ce qu'on vérifie, et ce qu'on demande, il y a des plateformes pour ça, effectivement, c'est de voir si les gens réagissent, si leur communauté est active, en fait. Et donc, c'est vrai que nous, on utilise... Il y a une double casquette, c'est ce que je disais, influenceurs. On l'utilise comme caisse de résonance parce qu'ils ont leur propre audience. Donc ça peut être intéressant. Mais on l'utilise pas que comme ça. On l'utilise pour ce qu'ils incarnent, comme on pourrait prendre une personnalité. Et dans ces cas-là, on l'utilise justement comme pour son image elle-même en tant que prescripteur. Donc il y a vraiment ces deux leviers pour sélectionner. On vérifie s'il a une audience large, si cette audience, elle est active ou si elle est dormante. Parce que même sans parler d'achat d'audience, on peut avoir des gens qui ont été très actifs pendant des années, qui ne font plus rien pendant 3 ans, et qui du coup ont gardé des abonnés, mais en fait, du coup, ne sont plus fidélisés, qui ne voient même plus leur poste. Et qui ne voient plus leur poste. Donc en fait, ce qui compte, c'est vraiment cet engagement et l'adéquation avec le produit. Donc le marketing d'influence, ça demande
de l'argent, comme toute campagne. Ça demande également du temps du côté de l'annonceur parce qu'en fait, il y a une vraie relation à établir avec l'influenceur ou les influenceurs que vous choisissez pour vos campagnes. Ben, nous, c'est une vraie stratégie en soi. C'est-à-dire que je vais parler de tourisme international parce que c'est sur ça qu'on a le plus misé au niveau des influenceurs. C'est-à-dire qu'on a une démarche d'identification des influenceurs en amont. C'est-à-dire qu'on peut réagir, comme on est un office de tourisme du pays, on est sollicité par des gens. Ça, c'est normal. Des influenceurs voyagent, peuvent nous faire des propositions spontanées, on les étudie. Ça, c'est une partie de ce qu'on génère, mais alors, la plupart du temps, on va les chercher. C'est-à-dire qu'en fait, on identifie des personnes, on leur dit, voilà, on a telle opportunité, on voudrait valoriser ça, ça, ça. On pense que ça colle hyper bien avec ce que vous êtes et ce que votre communauté attend. Et c'est la chance de la Calédonie. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes une destination que tout le monde a fait, genre voilà, vous êtes New York, même une destination super attractive, hein, vous êtes New York, vous allez voir un influenceur européen en lui disant voilà, on aimerait t'embarquer à New York. Il va dire ok, ouais, ça m'intéresse, mais il va vraiment le faire payer assez cher, parce que c'est un travail. Nous, à l'inverse, on vend quelque chose que très peu d'influenceurs, enfin beaucoup moins d'influenceurs font, et donc du coup, mécaniquement, les influenceurs, c'est des entrepreneurs, et donc en fait, s'ils valorisent quelque chose d'hyper attractif qui va attirer leur communauté, c'est très bon pour eux-mêmes gagner des fans, solidifier leur communauté, parce qu'ils deviennent de plus en plus intéressants. Et c'est ce qu'on retrouve souvent, ce côté gagnant-gagnant c'est ça, dans l'univers. La négociation pour nous et le travail qui est en amont, c'est d'identifier les personnes et les convaincre que la Calédonie, on en a, eux ont autant besoin de la Calédonie que nous, on a besoin d'eux. Et ça nous permet d'avoir vraiment des actions, des partenariats à moindre coût par rapport à d'autres opérations d'influence et faire venir des gros influenceurs ici. Et qui cartonnent. Je pense à des blogueurs voyage, même très connus maintenant, Bruno Maltor, ce qui était un des leaders français des influenceurs voyage. Et Little Gypsy aussi qui est venu. Little Gypsy, enfin il y en a plein. La plupart des gros français sont venus. Français, japonais et australiens. Par exemple, Bruno Maltor, son record absolu d'audience au moment où il se lançait, il a fait 1 million de vues sur sa vidéo sur l'île des Pins qu'il a fait. Et ça, c'est quelque chose qui a décollé très vite. Alors après, avec le temps, il se rééquilibre d'autres vidéos, mais c'est signe d'un vrai intérêt. En tout cas, ça marche, nous, pour une destination. Si je reprends Canadian Dream, nous, au final, si on prend toutes les impressions digitales qui ont été générées, les occasions d'être vues, si je devais le parler en langage d'annonceur plus classique dans d'autres médias, c'est 12 millions d'impressions digitales qui sont générées par cette opération. Et presque moitié-moitié, la moitié venant de notre propre audience, parce qu'on a fait à peu près, je dois avoir les chiffres, nous on a fait 155 posts en finale sur cette opération diverses et variées. Qui a duré 10 jours pendant 11 jours, le temps de diffuser. Donc, et quelques posts après de bilan, voilà. Donc on va dire 15 jours plutôt, on va dire de diffusion. Donc c'est 155 posts par nous, mais c'est 140 par les candidats eux-mêmes. Et ça génère 12 millions d'impressions digitales. Donc après, sur ces 12 millions de personnes, là, on n'est pas dans quelque chose de qualifié. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est une audience très large, on fait du volume. Et après, ce qui compte, c'est combien de personnes on a convaincu. Ça, c'est plus compliqué. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur ces 12 millions, il y en a 30 000 qui sont venus vraiment explorer notre site de fond en comble, télécharger des itinéraires, donc se renseigner sur la destination. Alors après, sur ces 30 000, combien sont venus en Calédonie, c'est invérifiable en l'état. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a un impact. Et ça a un coût aussi. Oui, puis peut-être qu'ils ne sont pas venus à ce moment-là, ça a travaillé sur la notoriété aussi de la destination, parce qu'il n'y a pas que, par exemple, la vente du produit en soi, qui peut être un objectif marketing. Il y a la notoriété, il y a l'image de marque, il y a tout ce côté-là, la confiance qu'on va avoir en la marque, qui sont moins quantifiables que juste, j'ai vendu tant de produits ce mois-ci suite au travail avec telle personne. Mais ça, c'est l'immédiat. Enfin, effectivement, en communication, on raisonne. Enfin, nous, on fait du marketing, donc en fait, on fait de la vente directe pour essayer de donner un peu d'air aux professionnels en leur amenant des ventes. Et on travaille sur la notoriété parce que c'est des ventes ultérieures, peut-être plus importantes, mais qui s'étalent dans le temps. Et donc, là, c'est pareil. En fait, les opérations sont pas les mêmes. Si je pense dans l'immédiateté, là, on vient de lancer un jeu concours qui s'appelait New Caledonia Coming Soon, qui était là pour annoncer juste avant la levée de septaine en Australie, en France et au Japon. Le Japon, ça démarre parce que la septaine s'allège au Japon. Mais en France, par exemple, pour vous donner une idée, on a fait de la promotion payante et on a fait un partenariat avec Marine L'Orphelin, donc ancienne Miss France,
qui est devenue clairement une influenceuse importante, qui a presque 1 million de followers, si je prends ces différents réseaux groupés, essentiellement français. 50% de l'audience de cette campagne vient de cette influenceuse, alors que ça représente moins de 20% du budget de l'opération globale. Ouais. Donc après, ça marche quand on a la bonne personne qui a l'audience, qui colle avec la destination, qui est suivie par les bonnes personnes. Et voilà. Si vous essayez de vendre du shampoing à des chauves, vous n'y arriverez pas. Justement, on parle de gros influenceurs. Donc, en Nouvelle-Calédonie, maintenant, on a Marine L'Orphelin. On va avoir Christelle Javelier. Exactement. Qui, du coup, viennent de France et qui apportent leur audience, qui n'est pas forcément calédonienne, mais qui ont des bons réseaux. Automatiquement, ces personnes-là qui ont une très grosse communauté sont chères, voire plus chères que ce qu'on peut trouver en Calédonie. En Calédonie, ça s'est développé durant le confinement où en fait on s'est retrouvés enfermés en Nouvelle-Calédonie. Il fallait développer le tourisme local. C'est là où les influenceurs ils ont commencé à se développer et ça a été beaucoup de l'échange de marchandises. Et maintenant, ça commence à devenir un business avec justement la rentrée des agences de communication qui se positionnent sur cet axe-là. Donc, le marketing d'influence d'hier ne sera pas le marketing d'influence de demain, en tout cas pour les annonceurs en Nouvelle-Calédonie. Je pense. Après, encore une fois, il y a toujours un... Surtout quand enfin, c'est pas faire injure, mais il y a des influenceurs, il y a des micro-influenceurs. Les deux ont leur audience. Il y a même les nano-influenceurs qui sont encore plus petits. Ouais, voilà, bon, j'en suis pas au nano, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, on traite pas un influenceur qui vient et qui sait qu'il est sa propre audience très importante et quelqu'un qui a une micro-communauté, mais qui incarne quelque chose. Et effectivement, la négociation n'est pas la même. Mais si vous avez ça reste des humains, hein, donc si on propose une expérience exceptionnelle, je reprends l'exemple de Canadian Dream parce qu'il est marquant. C'est-à-dire qu'on sait des personnes, il n'y a personne qui a été payé là-dedans, alors qu'on a des influenceurs, Dario l'Italien, c'est 3 millions de personnes qui le suivaient dans le monde, et il est venu pour rien. Il est venu parce qu'en fait, on lui a vendu oui, effectivement, une expérience un peu à la Koh-Lanta, aller au bout du monde, pas savoir ce qu'il va faire le lendemain, rencontrer des gens exceptionnels, vivre un truc unique. Une expérience hors du commun. Une expérience unique. Donc en fait, on leur a vendu un voyage de rêve et ils n'ont jamais eu l'impression de travailler. Mais c'est vrai sans être vrai, parce qu'il y a des moments, c'est le format qui veut ça. Après, il peut y avoir des travail d'influenceurs beaucoup plus contraints, où là on attend quelque chose de très balisé, avec des étapes clés qu'il faut vraiment pas rater. Là, forcément, plus on demande quelque chose de contraint, plus ça s'achète, parce que c'est un travail. Surtout pour les produits, tout ce qui est placement de produits. Là, il y a vraiment des contraintes où il faut parler du produit, mettre en avant telle qualité du produit, où est-ce qu'on peut le trouver, tout ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en Calédonie, ça se développe de plus en plus à l'échelle calédonienne. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même impact qu'un influenceur qui a 100 000 abonnés, mais il faut le remettre dans le contexte de la Calédonie, où l'audience aussi est réduite. Donc ce serait plus à mettre sur un côté de proportionnalité. Et du coup, en tant qu'influenceuse, les contrats qu'on te propose, est-ce que ça va être l'aspect financier ou ça va vraiment être l'expérience que tu vas privilégier? Ça va être les deux. Ça dépend en fait du produit, de l'activité, plus parce que moi je me place plus sur l'activité que sur le placement de produit. Déjà, si c'est une activité que j'aurais fait moi-même, on peut plus négocier sur quelque chose hors financier, quoi. Clairement, c'est ce qu'il disait aussi, c'est l'expérience qui fait que du coup tu as quand même envie de le faire. Et après, ça va dépendre de la charge de travail aussi, s'il y a beaucoup de contenu à créer, parce que ça prend du temps, ça prend de la réflexion derrière, parce qu'il y a quand même une stratégie marketing derrière qui est mise en place. Moi, comme je bosse dans la pub de base, c'est des notions aussi que j'ai et que je fais passer dans mes productions. Donc forcément, c'est un travail. Le montage vidéo, ça prend énormément de temps. Il faut faire ses photos, il faut faire la post-production, il faut penser au texte. Quand est-ce qu'on les publie, comment? Tout ça, ça a un coût temporel, donc forcément, ça a un coût financier aussi derrière. Ça dépend de la valeur aussi de ce qu'on va avoir en échange. S'il y a un écart qui est trop important, forcément, c'est gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'il y ait un côté qui soit lésé par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment les deux. Ça se développe un peu plus financièrement, où c'est inclus dans des campagnes de communication classiques, on va dire, où les agences de com mettent directement un budget campagne d'influence et après font leurs recherches pour trouver les influenceurs qui correspondent, qui matchent bien. Et à ce moment-là, là, c'est une négociation entre l'influenceur et l'annonceur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même, c'est très important. Ce marketing d'influence, ça fait vraiment partie des canaux de communication d'aujourd'hui.
mais il ne remplace pas les anciens canaux de communication. Et d'ailleurs, c'est une erreur, je parle du point de vue de l'annonceur, pas tellement pour le tourisme, mais même en général, de tout miser sur un seul canal. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait l'idée saugrenue de me dire je ne fais ma pub que parce que je vais imprimer des flyers ou que par un influenceur, en général, c'est la garantie d'un échec. Hein. Alors, des fois, il peut y avoir un truc très spécialisé qui colle parfaitement avec un canal, mais donc il faut mixer en fait les moyens de communication et surtout que l'ensemble reste cohérent. C'est ce que c'est-à-dire qu'il faut que si on fait de la publicité dans un journal papier et qu'on passe par un influenceur et qu'on est diffusé à la télé, peu importe, ça doit pas être au milieu de nulle part. On doit pas tomber entre un paquet de lessive, de la prévention routière. Enfin, et ça vaut pareil pour un influenceur qui serait, ce que je disais, un influenceur mode pour vendre une activité vraiment culturelle, par exemple. Le mélange des genres, ça marche moins bien. Ça peut, des fois, un contre-pied, ça peut marcher. Mais voilà, donc pour l'annonceur, faut éviter ce piège de se focaliser sur bon voilà, j'ai un accord avec quelqu'un que j'aime bien parce que je suis voilà, les fans, ça fait pas des bons ça suffit pas d'être fan pour monter une communication. C'est bien, ça aide d'être convaincu par la personne qui vend son produit, mais il faut mixer. De toute façon, chaque média aussi a son audience différente, donc forcément tu vas pas toucher les mêmes personnes. Même sur Instagram, tu vas pas toucher les mêmes personnes que sur TikTok ou que sur Facebook. L'audience est différente et la communication est différente, le contenu est différent. Donc par rapport aux différents supports pour les réseaux sociaux, est-ce que l'influenceur est obligé d'être sur tous les supports ou est-ce qu'un influenceur peut juste avoir Instagram et être tout aussi pertinent que quelqu'un qui a Facebook, TikTok, YouTube? Il faut que ce soit cohérent avec son contenu. Trop de médias, il peut se perdre dedans et ne pas pouvoir assez produire pour chaque. Donc forcément, il y a des médias qui sont clés. Pour moi, c'est Instagram et TikTok. TikTok qui vraiment arrive en Calédonie et qui fait un boom énorme. Le nombre de personnes qui sont sur TikTok en Calédonie, je pensais pas qu'il y en avait autant. Instagram aussi, c'est beaucoup développé. En fait, ça va dépendre de la cible. Si on est sur une cible un peu plus quarantenaire, on va plus être sur du Facebook, voire plus âgé. Mais la jeunesse part de Facebook de plus en plus pour ces autres médias, un petit peu moins en Calédonie parce que Facebook quand même en Calédonie reste quand même majeur. Voilà, mais oui, Facebook est incontournable de toute façon en Calédonie. Mais ça va dépendre de comment vous communiquez, la cible et le contenu qu'on va créer. Le contenu est vraiment important dans le choix du réseau parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait par exemple pour de la promotion touristique, vous allez avoir quelque chose qui va être de l'image. Donc là, si on veut vendre je sais pas, quelque chose d'un peu glamour et de très expérientiel, mais qui est très visuel, vaut mieux aller sur Instagram. Une bonne photo vaudra mieux qu'un long discours. Mais si par exemple vous voulez avoir de l'information, c'est vraiment du texte, des contenus et tout, c'est pas le bon canal. Facebook sera beaucoup plus utile parce qu'il peut transmettre de l'information. Et chaque média va être plus ou moins hybride. TikTok, je le connais le moins, mais ça y est, je suis vieux, hein, c'est la fatalité. Mais effectivement, on est quelque chose beaucoup plus dans l'immédiateté, dans l'action. Et donc, il faut voir l'adéquation entre le produit, le type de contenu qu'on va en faire et la personne. Et en tout cas, d'expérience, nous, tous les influenceurs avec qui on travaille, ils ont tous un pied dans plusieurs réseaux, pas tous en général, et ils ont toujours un canal qu'ils privilégient. C'est-à-dire qu'ils ont une communauté plus forte dans un réseau qu'ils cultivent, qu'ils affectionnent. Et en fait, en général, les autres réseaux, de ce que j'en sais, sont des plateformes de diversification, en fait, et qui vont au contraire attirer vers son canal principal. Et d'ailleurs, ça se voit, on peut avoir, alors c'est une autre génération, mais vous aviez des influenceurs YouTube qui disaient « suivez-moi sur tel réseau » et qui, même sur d'autres réseaux, continuent à communiquer, mais ils renvoyaient vers un réseau principal. On peut voir, il y a des deltas parfois sur des comptes TikTok et leur compte Instagram et vice-versa. Sur Instagram, si c'est le réseau privilégié qui a une très belle communauté et un peu moins sur TikTok parce que justement, ça dépend de comment communique l'influenceur et ce qu'il souhaite faire. Et vous, en tant qu'annonceur, ça vous en êtes sensible et conscient que si vous le prenez, ça sera sur Instagram. Tant mieux s'il fait des vidéos TikTok, mais ça ne sera pas forcément ce qui est attendu. En fait, on va choisir l'influenceur et le canal en même temps. C'est-à-dire que quand on va chercher quelqu'un, on dit on veut vendre tel aspect sur tel réseau, parce qu'en fait, on connaît nos cibles. Donc, si vous faites du marketing, c'est ce qu'elle disait, c'est-à-dire qu'en fonction de la tranche d'âge, si c'est des hommes ou des femmes, tout ça, ça nous donne une idée. Donc, on sait déjà, en fait, le canal qu'on veut privilégier. Et une fois qu'on a ça, on trouve la bonne personne qui fait tout ça.
Puis on peut pas trop forcément comparer. Enfin, je vois TikTok, ça a une viralité qui est énorme. Le nombre de vues sur TikTok, on peut pas le comparer. Par exemple, un nombre d'abonnés sur TikTok à un abonné sur Instagram. C'est pas la même difficulté de gagner des abonnés sur TikTok que sur Instagram aussi. Donc, généralement, les gens ont plus d'abonnés sur TikTok que sur Insta. En tout cas en Calédonie. Les gros TikTokers, par exemple, qu'il y a ici, il y en a, ils ont 300 000 abonnés sur TikTok. Et sur Insta, ils en ont 1500. Parce que leur canal principal, c'est TikTok. C'est là-dessus qu'ils ont créé le plus, c'est là-dessus qu'ils ont été découverts. Et leur contenu correspond plus à ce côté-là. TikTok a un côté un petit peu fun, décalé, instantané, second degré. Il y a des trends. Ça fonctionne vachement comme ça. C'est vraiment différent du côté image qu'il y a sur Instagram. Puis la qualité et quantité, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si vous vendez un produit, TikTok, pour l'instant, en tout cas, la cible est quand même encore très jeune, même si ça avance très vite. Mais elle est très jeune. Selon votre produit, vous n'avez aucune raison d'aller voir des gamins de 15 ans ou de 12 ans pour leur parler de... Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, des produits qui ne les concernent pas. Donc, l'annonceur doit vraiment faire le bon choix aussi en pensant à ça. Maintenant, il y a même des influenceurs sur LinkedIn. Et LinkedIn a développé une partie LinkedIn influenceur. Donc c'est vraiment c'est global et univers professionnel. C'est ça, c'est que c'est pas limité aux jeunes qui vont faire des vidéos de danse sur TikTok. C'est vraiment sur toutes les plateformes et tous les secteurs. Donc on est vraiment sur un accompagnement et pas sur... Vous dictez pas à l'influenceur ce qu'il doit faire. Ah non, bah, enfin, après... Ça, je sais pas, je suis pas dans les arcades. Il y a des lignes directrices qui doivent être communes. Ça dépend. Mais après, si c'est pour driver à 100%, ça sert à rien de prendre un influenceur qui a son ton de voix, sa façon de prendre des images. Si on lui dit, ben non, tu fais quelque chose de différent. Parce que les gens, ce qu'ils aiment, c'est ce que lui, il fait. Et c'est ça qui a l'authenticité aussi derrière. C'est que s'il change complètement son discours, ça se voit et ça va pas toucher la cible. Mais c'est vrai qu'il faut accompagner l'influenceur aussi, savoir quelle est votre stratégie, si vous avez des idées. En fait, c'est un travail collectif. Et en effet, il y a une résonance à avoir, c'est que si on dit à l'influenceur, bah tiens, tu fais ton contenu, puis nous, on fait rien de notre côté, on ne l'utilise pas, ce contenu, c'est perdre 50% de ce qu'on en aurait pu en faire. Sinon, on aurait recruté des mannequins, en fait. Hein. C'est-à-dire que la différence fondamentale, je sais que maintenant, on peut avoir des images de certains d'influenceurs qui peuvent avoir une vision plus superficielle, parce que ça existe aussi, hein, des gens qui sont juste très beaux, issus de la télé-réalité ou autre, et qui du coup ont peu de plus-value au-delà de leur audience. Parce qu'ils incarnent, à part le fait d'un côté naïf et spontané qui peut être utile, mais ça, ils n'incarnent pas grand-chose. Or, si on veut juste des gens qui sourient, qui soient beaux et qui fassent quelque chose d'image, ben on fait un script, on fait une vidéo et on fait de la pub. Et on prend un mannequin ou un acteur, qui va le faire encore mieux, mais qui va l'incarner selon un script. Si on prend un influenceur, c'est qu'on veut lui donner de la liberté, parce que c'est cette liberté qui va donner en fait l'authenticité du message. Donc c'est tout l'intérêt en fait, c'est-à-dire que quand on veut vendre, on va chercher l'influenceur parce qu'il va montrer des aspects de notre produit, de notre destination touristique, auquel on n'a pas forcément pensé, ou en tout cas qui va peut-être l'aborder, idéalement, il va l'aborder sous un angle qu'on n'aurait pas fait de façon plus formelle, plus institutionnelle ou plus entreprise. Parce qu'il va le décaler. On est toujours surpris par la viralité des vidéos. Moi, je repense toujours dans les TikTok qui avaient cartonné il y a quelques temps et qui m'avaient fait beaucoup rire. C'était juste deux cougnets de petits gosses qui étaient à l'île des Pins et qui s'amusaient à faire comme s'ils marchaient sur l'eau en se tenant sur une poutre de pirogue. Et ça, oui, vous pouvez dire ce qu'on veut. On peut pas savoir comment ça réagit. Mais ça, il y a personne qui aurait eu l'idée sur un script, je peux vous le dire. Oui. J'ai bossé en agence de pub. Personne ne va vous écrire, on va faire des enfants qui volent, qui marchent sur l'eau à l'île des Pins. Ça, c'est de la spontanéité. Alors là, c'est pas des influenceurs, mais un influenceur peut avoir ce type de délire en direct, et c'est ça qui fait le sel et qui va rajouter un supplément d'âme à nos messages. Mais c'est vrai qu'on peut pas trop non plus prévoir la viralité. Oui. Moi, j'ai halluciné d'un TikTok que j'ai fait avec le Betty Show, où on a fait l'île des Pins. Il y a eu 100 000 vues, quoi. J'ai halluciné, je m'attendais pas à ça. Et ça, c'est typiquement le côté viral de TikTok qui peut être inattendu là-dessus. Et le produit. C'est toujours pareil. Le produit. Ça aurait été du gel douche, peut-être que ça aurait moins cartonné que de vendre dans l'île des Pins, qui est déjà une expérience formidable. Et c'est ça qui est... Moi, je suis toujours bluffé, c'est quand des influenceurs arrivent à vendre des produits qui sont pas attractifs. Enfin, faut pas que ça soit un mauvais produit, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des produits qui on sait qui sont... Tout le monde a envie d'aller à l'île des Pins. C'est facile. Là, on attend que
que de l'influenceur qui nous le fasse vivre différemment, qui augmente l'audience. Par contre, quand un influenceur arrive à donner envie d'un produit qui est banalisé, qui en vaudrait un autre spontanément dans la tête, bah là, quand c'est réussi, c'est impressionnant. Oui, il y a un côté créatif à avoir aussi pour retrouver de l'inspiration là-dessus, etc. Et apporter de la valeur ajoutée. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si le contenu il est plat, si c'est juste avoir un mannequin et une photo et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, l'intérêt il est un peu limité.